Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour nos entretiens. Dans le cadre de ces élections législatives, nous sommes avec la première circonscription. Et aux Usuel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé deuxième avec un score, on dira, 4 728 suffrages, 6,20% des inscrits, 25% des suffrages exprimés. Honnêtement, c'est pas terrible. Non, je crois que tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble des électeurs et des électrices qui m'ont fait confiance, qui ont porté le suffrage sur mon nom, donc aux Mornaliens, aux Pointois, aux Abimiers, aux Margalantais. Je voudrais leur dire merci. Bien entendu, comme vous le savez, je n'étais pas le favori de cette élection législative, puisque j'affrontais quand même quelques ténors, comme Marie Durimel, comme Georges Germain, mais aussi un candidat qui avait quand même toute la logistique de Guadeloupe Unie et solidaire. Ensuite, avec le vote Macron, je crois qu'il a pensé qu'il m'aurait écrasé dans cette élection. Et donc, je suis très heureux d'être au second tour. Vous ne trouvez pas ça comme écrasement lui, il arrive devant vous quand même 8248 voix, et vous, 4728, vous ne vous sentez toujours pas écrasé? Non, pas du tout. Il y a 3700 voix environ entre nous. C'est quand même pas mal. C'est bien, c'est bien pour lui, mais je sais que les Abimiens, les Mornaliens et les Pointois et Margalantais, bien sûr, vont se réveiller ce samedi 17 et vont pouvoir me donner, j'allais dire, une victoire éclatante. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lui, il a pensé qu'il m'aurait écrasé dans cette élection. Et le problème, c'est que lorsque ce sondage bidon qui est sorti, où il a confondu... sondage, comment vous avez dit? Un sondage bidon. 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 Ah, d'accord. Oui, Ça, voilà. je n'ai pas encore entendu. Un sondage bidon qui est sorti. Le sondage de Calistade, pour vous, était bidon? Non, le sondage était bidon dans la mesure où on a voulu confondre. Mais est-ce que vous savez que durant les élections, on ne fait jamais, je vais dire, de sondage sur la notoriété. On fait des sondages sur les intentions de vote. Et comme par hasard, eh bien, on sort un sondage sous la notoriété. Et M. Servat, comme il a l'habitude de le faire, il a manipulé le sondage en disant qu'il était à 52% des intentions de vote. Et donc là aussi, ça a troublé les électeurs. Il a mal interprété ou il a manipulé? Non, il a manipulé. Vous accusez qu'il y a une sorte de collusion entre non, je ne dis pas qu'il y a une collusion. Olivier Servat et Calistade. Non, pas du tout. Non, je dis c'est ce que vous nous dites, non, monsieur. Calistade a eu raison de faire ce qu'il a fait. Mais simplement, je vous dis que Olivier Servat a manipulé ce sondage en confondant intention de vote et notoriété. Vous savez qu'on peut être notoirement connu pour des faits négatifs. Dernièrement, vous avez entendu parler d'Olivier Servat comme homophobe, en tout cas, ayant tenu des propos homophobes. Et donc, il s'est excusé, il a présenté des excuses. Oui, bien sûr qu'il s'est excusé, mais je veux dire, il a l'habitude de... Mais vous n'avez pas poursuivre quelqu'un avec votre vindicte alors que la personne a présenté des excuses et a dit qu'elle regrettait son propos. Vous savez que lorsqu'on est homophobe, on le reste. On n'est pas homophobe pour 4 ou 5 ans. D'accord? Et donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu cette manipulation. Il a utilisé, ça a marché. Aujourd'hui, les électeurs se sont rendus compte qu'il n'est pas à 52%. Et donc, pour moi, c'est une première victoire d'être au second tour devant Harry Durimel, quand même, qui est déjà venu aux élections législatives à 2 reprises. Qui était finaliste avec Eric Jalton, avec quelqu'un comme Georges Germain, quand même, qui est conseiller régional, qui a quand même pignon sur rue. Moi, je venais aux élections pour la première fois. J'ai été élu aux Abîmes sur une partie du territoire, sur le sud des Abîmes. Et donc, c'est la première fois que je venais aux élections sur l'ensemble du territoire des Abîmes, encore moins sur Marie-Galante, sur Pointe-à-Pitre et sur Monalo. Et donc, je suis très heureux d'être au second tour. Et pour vous dire que cette fois-ci, maintenant, les compteurs sont à 0 et nous allons batailler jusqu'à la fin. Alors justement, est-ce que vous n'avez pas souffert de cette image qu'on vous a présentée, eu égard à vos compétences intellectuelles que je respecte et universitaires, vous a présenté un peu comme la marionnette d'Éric Jalton? Non, pas du tout. Une sorte de marionnette qui manipulait dans les coulisses. Non, pas du tout. Vous n'avez pas souffert de cette image? Non, pas du tout. Éric Jalton m'a choisi à porter sa préférence sur ma candidature, parce qu'il savait bien il sait très bien que j'ai eu l'occasion de porter des dossiers importants, comme la rénovation urbaine, comme le schéma départemental de l'intercommunalité, comme le PPI, le plan pluriannuel d'investissement de Cap Excellence. J'ai eu l'occasion d'aller à Paris, le représentant en tant que député maire, pour aller dans les ministères, aller dans le bureau ministériel pour aller récupérer près de 120 millions suite à la signature du 9 juillet 2009 de la rénovation urbaine. Donc aujourd'hui, nous gérons un projet de 500 millions d'euros et il sait que j'ai joué un rôle très important là-dedans. Oui, est-ce que vous ne souffrez pas d'être juste plus un technicien qu'un politique? Non, je suis un homme politique. Pour toutes ces raisons, il a porté sa préférence sur moi et les militants ensuite m'ont choisi. Et donc je ne suis pas du tout une marionnette, je suis celui qu'il a choisi, celui que le PPDG a choisi et celui que le maire de Monalo donne toute sa confiance. Et donc je suis ce candidat autonome, libre, et bien sûr prêt à défendre les dossiers importants. Et le fait que M. Arnaud n'ait pas appelé à voter pour vous et appelé à voter pour votre adversaire, ça vous ennuie? Non, pas du tout. Permet est un solitaire. La fédération du Parti la fédération vient de m'apporter son soutien. Vous avez également noté que Mme Alix Beaufond
qui était aussi candidate, m'apporte son soutien. Nico Itali, qui est socialiste de Monalo, m'apporte son soutien. Vous voyez, donc je suis déterminé à engager le combat. Vous pensez pouvoir l'emporter, honnêtement? Je pense, oui, tout à fait. Là, entre nous, il faut se dire les choses. Non, mais entre nous, je vous dis, honnêtement, je pense pouvoir remporter l'élection parce que les militants qui sont à mes côtés sont mobilisés, sont engagés sur le terrain et vont faire la démonstration que nous sommes capables de rattraper les 3700. Sur quoi? Quels sont vos arguments? Mais les arguments, c'est notre programme, c'est ce que nous voulons faire réellement. Alors, dans le programme, qu'est-ce qu'il y a qui puisse faire sortir les gens de chez eux et de venir ce qu'il y a, pour vous? Première chose, moi je dis qu'il faut que le gouvernement accepte le principe maintenant de la continuité territoriale. Ça veut dire que nous devons pouvoir bénéficier environ de 190 millions d'euros, comme la Corse le fait aujourd'hui, parce que nous avons des billets d'avion trop chers. Donc nous devons y aller tout de suite. Première chose. Deuxième chose, il faut diviser le nombre d'élèves par 2 dans les salles de classe, parce que les enfants rencontrent trop de problèmes. Nous avons trop d'élèves dans les salles de classe et je souhaite que les élèves soient divisés par 2. Emmanuel Macron propose que cela se passe dans des zones éducatives prioritaires. Moi, je propose que le territoire de la Guadeloupe soit érigé en zone éducative prioritaire, donc sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Ensuite, troisième chose, moi, je regarde les jeunes, les collégiens qui sont devant les lycées. Je me dis, ce n'est pas normal que des collégiens qui sont exclus du collège, soit devant le lycée, soit devant le collège, en train, j'allais dire, de narguer un peu celles et ceux qui vont à l'école. Moi, je propose pour tous les déscolarisés du système éducatif qu'ils puissent faire leur service militaire obligatoire dès 15 ou 16 ans. Et donc, je souhaite l'instauration du service militaire adapté. Parce que nous avons... Vous voulez enrôler la jeunesse? Nous avons... Non, mais le service militaire adapté, ça veut dire quoi? D'une part, resocialiser l'enfant. Deuxièmement, donner une formation qui lui permettra d'aller vers l'intégration. Ensuite, bien entendu, je pense à nos aînés qui aujourd'hui vivent avec 300-400 euros. Ce n'est pas non plus acceptable en 2017. Moi, je souhaite que dès cette mandature-là, que nous puissions porter la retraite à 900 euros minimum. Monsieur Rosenrousseau, vous êtes un homme sérieux. Quand le gouvernement dit que même le collectif budgétaire laissé par son prédécesseur ne va pas suffire, il va falloir encore serrer les boulons, pourquoi vous persistez à vouloir faire des propositions comme ça qui ne sont pas financées? Vous savez que ce qui est grave, c'est lorsque nous nous mettons sur des questions, j'allais dire budgétaires, sur des contraintes européennes. Ah ben, il faut de l'argent. Non. Il faut que l'Europe soit une Europe beaucoup plus sociale, plus adaptée à la situation, plus proche des gens. La France ne peut pas se contenter d'être sur des critères financiers. Nous avons une population qui ne comprend pas toujours ce que c'est que les élections législatives, qui ne comprend pas toujours ce que c'est que l'élection européenne, qui ne comprend pas notre intégration à l'Europe. Aujourd'hui, nous devons faire des efforts pour être plus proche de la population. Et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que la population veut des résultats. La retraite à 900 euros, le nombre d'enfants divisé par 2, qu'il y ait un vrai plan de rattrapage sur le plan économique par rapport à nos entreprises. Il y a environ 1400 entreprises en Guadeloupe qui sont en difficulté. Ça devrait quand même interpeller M. Servat, qui est le président de la Commission économique. 1400 entreprises en difficulté financière, que lui, il refuse de financer. Et nous avons une jeunesse qui est pratiquement dans la rue. 30% de taux de chômage, tout ça n'est pas acceptable. Et donc, lorsque vous regardez, l'Allemagne est à 6%. M. Servat dit qu'ils ont commencé à réduire le chômage, vous ne croyez pas? J'imagine très mal que M. Servat, qui arrive en décembre 2015, il était absent lorsqu'on a voté le budget de 2017, puisse dire qu'il a participé à la réduction du taux de chômage. Ce sont les résultats d'une politique menée auparavant. C'est comme il avait dit qu'il était un peu le père du cyclotron, alors que cette affaire était réglée sous l'ère de Victor Lurel. Donc je pense qu'il faut arrêter, j'allais dire, de mentir aux gens, il faut être sérieux. Aujourd'hui, nous avons besoin de députés, non pas de députés, j'allais dire, béni oui, mais un député qui veut construire, un député qui veut mener des réformes avec la France, qui veut aider Emmanuel Macron à réussir, mais qui va aussi rester vigilant quant aux réformes sur le code du travail, sur l'école et surtout lorsqu'on touchera aux plus vulnérables comme les personnes handicapées, comme les aînés, comme les jeunes. Voilà, il faudra rester vigilant à ce niveau-là. Justement, Emmanuel Macron dit pour l'instant qu'il veut discuter sur le code du travail, mais pas trop. C'est ce que dit M. Philippe, le Premier ministre. Donc vous ne craignez pas qu'il y ait une sorte de dérégularisation à tout va s'agissant de ce texte à venir? Les premiers pas de M. Macron montre à l'évidence qu'il veut de la concertation. Il a rentré les syndicats. Donc moi, je me range derrière cette idée qu'il faut négocier, qu'il faut discuter. Vous savez que rien ne peut réussir s'il n'y a pas une vraie concertation entre les acteurs sociaux et les acteurs économiques et les acteurs politiques. Donc moi, je suis pour que nous puissions donner plus de liberté aux entreprises, que nous puissions donner qu'il y ait plus de fluidité pour créer des emplois, mais en même temps, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait aussi de la sécurité pour les salariés. Donc il faut trouver un équilibre entre la flexibilité de nos entreprises et la sécurité des travailleurs. Dans votre circonscription va être implanté le nouvel hôpital
à Dotémar. Pour l'instant, le financement, ça se discute. Qu'est-ce que vous pensez faire si vous êtes élu député pour ce projet, qui est un projet de santé publique très important? Mais écoutez, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Mme Boillet-Certain, qui est la présidente du département, conseil départemental. Elle est présidente du conseil départemental, mais présidente également du CHU. Oui. J'en discutais avec Jacques Bongo, qui en est le vice-président, pour dire quoi? Pour dire que le parlementaire que je serai interviendra assez rapidement pour, j'allais dire, consolider les financements de l'hôpital. Et nous devons avoir une égalité des soins. Concernant la question de la santé, nous avons en Guadeloupe plusieurs problèmes. Il y a, par exemple, la prévalence des Guadeloupéens aux AVC. Il y a une prévalence supérieure à la moyenne nationale par rapport aux AVC. Il faut qu'on puisse s'interroger. Vous avez l'AVC, vous avez l'obésité, vous avez la question du sel. Autant de questions qu'il faudra poser au gouvernement pour que nous ayons un vrai diagnostic, de façon à ce que nous puissions prendre des mesures de prévention. C'est faire de l'éducation sanitaire. Mais pour le financement, par exemple, de l'hôpital, est-ce qu'on va trouver les financements? Est-ce que l'État va tenir ses engagements dans une période où on serre les Non, l'État s'est engagé. Lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle de la jeunesse, lorsqu'on parle de l'éducation, il n'y a pas d'économie à faire. Parce que c'est l'avenir de notre société. Il faut quand même payer. C'est l'avenir de notre société qui est en jeu. Donc, on fera des économies ailleurs. Mais l'avenir de notre société est en jeu lorsqu'on parle de la jeunesse, de nos aînés, de l'éducation, de l'hôpital, de la santé. Ce n'est pas négociable. Et donc, nous allons intervenir auprès du gouvernement en tant que parlementaire pour que l'État puisse respecter ses engagements. Vous êtes de gauche, M. Rosuel. Est-ce que vous vous sentirez à l'aise dans un gouvernement, dans une assemblée, une majorité Emmanuel Macron qui n'a pas donné trop de signes de son positionnement à gauche? Mais c'est parce que je suis un homme de gauche que je serai vigilant lorsqu'il s'agira de mener des réformes. C'est parce que je porte en moi des valeurs de la solidarité, du progrès social, de l'écologie, que je serai vigilant. Et je ne serai pas un député godillot, un député otage. Tous les députés disent ça. Non, mais vous tenez quand même que M. Servat sera un député godillot, puisqu'il va être l'otage d'un parti politique, il va être l'otage de la République en marche. Moi, je ne serai pas l'otage. Je serai un député qui voudra mener des réformes avec le gouvernement Macron, qui voudra aider Macron à faire réussir la France, parce qu'il faut que la France réussisse. Après 2007, la droite. Après 2012, la gauche. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où il faudra tout faire pour que la France puisse réussir. Et donc, moi, je veux aider Emmanuel Macron. Mais en même temps, lorsqu'il s'agira de mener des réformes profondes, des réformes qui vont toucher les plus vulnérables, comme les aînés, comme les jeunes, comme les personnes en situation de handicap, comme les salariés, eh bien, à ce moment-là, je serai vigilant et je pourrai dire non lorsqu'il s'agira de dire non. Alors, je suis électeur, pas candidat, je devrais remarquer. Je suis électeur dans cette circonscription, la première. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me donner envie de voter pour vous samedi? Eh bien, écoutez, comme vous le savez, nous sommes deux dans cette finale. Et ce que je veux vous dire, c'est la différence qu'il y a entre Olivier Servat et moi. La différence qu'il y a entre Olivier Servat et moi, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est que je serai un député constructif, mais vigilant. Lui sera un député godillot. La différence qu'il y a entre nous, c'est que moi, je veux exercer le mandat pour 5 ans, non pas pour 3 ans. Puisque ce qui l'intéresse, c'est être maire des Abîmes, et donc il devra démissionner dans 3 ans. Moi, je veux être un député qui sera ouvert aux réformes pour mener la Guadeloupe à bien. M. Servat, vous le savez très bien, a beaucoup d'ambitions, y compris d'être président de région Guadeloupe demain. Et donc, cela me paraît des ambitions un peu dangereuses. Ensuite, il y a des points essentiels sur lesquels nous avons quelques divergences. Nous avons les aînés, nous avons la jeunesse, nous avons les plus vulnérables. Je pense par exemple aux autistes, aux parents d'autistes, où il y a 5000 enfants autistes. Je pense qu'il faut aussi, là aussi, augmenter le nombre d'auxiliaires de vie. Je serai un député qui portera des valeurs, de la solidarité, des valeurs de progrès social, d'écologie, parce que je veux vraiment tenir compte de cette souffrance réelle qu'il y a dans notre société. Trop de personnes souffrent dans le silence. Je veux que nous puissions porter des solutions assez rapidement. Et si quelqu'un dit, mais moi, non, Rosuel, j'en veux pas, c'est la marionnette de M. Jalton. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette personne? Je réponds que je suis fier d'appartenir à un groupe politique où se trouve Éric Jalton, puisque je bénéficie de son expérience, de son expertise, et aussi, je note cette volonté politique qu'il a, toujours aller plus loin pour aider les Abîmes comme pour aider la Guadeloupe. Monsieur Rosuel, merci d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, votre adversaire aura l'occasion aussi de s'expliquer sur cette première circonscription. À tout à l'heure. Merci. Vous êtes sur ATV, merci d'être resté avec nous pour suivre cette série d'entretiens sur les élections législatives. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir M. Canneval, bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation à vous exprimer dans cet entretien d'entre les deux tours. Honnêtement, vous avez pensé être élu au premier tour? C'est vrai que non, parce que ça paraissait difficile vu la tendance et
la tendance abstentionniste. On l'avait bien senti, c'est vrai qu'il y a eu une succession d'élections depuis les départementales, les régionales, il y a eu les présidentielles, il y a eu les primaires de la droite et de la gauche, maintenant ces élections législatives. C'est vrai que la population ne semblait pas tellement intéressée, surtout dans la première circonscription où les résultats du député sortant étaient très mauvais, ils n'inspiraient pas confiance. Donc vous pensez que c'est de la faute aux députés sortants si les gens ne sont pas sortis pour aller voter? Il y a un faisceau d'indices. Il y a tout d'abord effectivement le résultat très très médiocre, quasiment avant-dernier député de France, ça n'inspire pas la confiance. Et puis il y a aussi, ce que je disais, beaucoup de succession d'élections, peut-être beaucoup de candidats aussi, c'est la démocratie. Et puis il fallait continuer à convaincre, c'est ce que nous ferons au deuxième tour, les abstentionnistes, ceux qui n'ont pas perçu encore l'intérêt d'aller voter, pour leur dire qu'il y a un enjeu important parce que à ce niveau législatif, il y a des décisions qui peuvent être intéressantes et importantes pour l'avenir de la Guadeloupe. D'accord. Alors, vous avez obtenu 8 248 suffrages exprimés, soit 10,82% des inscrits. Dans votre cas particulièrement, vous n'êtes pas arrivé à transformer la ferveur qu'il y avait autour de vous en suffrage. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que on peut toujours faire mieux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes fataliste. Nous finissons bien largement devant au premier tour. C'est vrai que oui, mais la population c'est pas suffisant. Nous a donné. Est-ce que les gens n'attendaient pas un peu plus de vous? Moi, j'ai fait le meilleur de moi-même et c'est la population qui vote. Elle s'est exprimée samedi. Je la remercie chaleureusement parce qu'elle nous a quand même donné une large avance. Et c'est vrai que nous finissons premiers aux abîmes, premiers à Pointe-à-Pitre, premier à Marie-Galante et à Morne-à-l'Eau, où il y avait quand même des candidats du CRU. Nous terminons deuxième à quelques encablures du premier. Et nous avons eu un ralliement de poids, M. Hermet et M. Lorquet, adjoint au maire des Abîmes, qui nous soutiennent dans cette élection. Donc ça veut dire qu'il y a une belle dynamique. Il y a d'autres qui nous rejoignent. Jessica Compère, je vous l'annonce, nous rejoint. Michael Leck, M. Trébert et M. Angol dans cette dynamique-là. M. Trébert qui n'a pas obtenu énormément de voix. Vous citez là des gens qui ont eu 2, 3, 4, une dizaine de suffrages. C'est la démocratie et je crois qu'il y a surtout cette tendance, cette dynamique où les candidats qui ont quand même vu notre campagne, avec qui on a débattu, ont reconnu que le meilleur programme était celui défendu par Marlène Miraculeux-Bourgeois, 3 fois maire de Marie-Galante, qui a bien résisté à Marie-Galante, et puis celui qui est soutenu par le président de région, Henri Chalut, c'est le président de la République qui m'encourage régulièrement par message pour compter sur nous pour cette belle majorité. Alors, Olivier Serval, les électeurs expriment beaucoup de scepticisme sur les responsables politiques. Êtes-vous prêt à prendre l'engagement de vous consacrer jusqu'au bout à ce mandat législatif si vous êtes élu? Ben oui, parce qu'effectivement, les électeurs aujourd'hui ne croient plus en la chose politique. 75% d'entre eux considèrent qu'aujourd'hui, les responsables ont démérité et pour cause. Il faut, lorsque nous sommes aux responsabilités, être à fond sur le mandat. Et il s'agit effectivement de prendre à bras le corps les enjeux importants sur la première circonscription et en tant que député, parce qu'il y a des enjeux forts. Et d'ailleurs, j'ai un certain nombre de propositions à faire qui vont démontrer, j'espère, aux abstentionnistes qu'il y a un intérêt à se déplacer parce qu'on peut faire bouger les choses dans cette première circonscription sur beaucoup de domaines. Oui. Et alors vous dites que Éric Jalton a été très mauvais. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale. Il est aussi maire des Abîmes. Il y a beaucoup de projets. Les Abîmes sont en train de subir une véritable transformation. Alors comment vous allez accompagner, vous, députés, cette transformation avec les élus locaux? En toute harmonie, en toute bonne intelligence, parce qu'il ne faut pas mélanger coco et abricots. Monsieur Jalton est très préoccupé par son mandat de maire, ça le concerne, mais aujourd'hui, il s'agit des législatives, il s'agit des enjeux nationaux, et il s'agit d'avoir de la cohérence entre la mission régionale. Je suis vice-président de région, chargé du développement économique. Nous avons déjà eu des résultats. Le chômage a baissé de 3% en 2016. C'est 1700 familles qui ont retrouvé un emploi. C'est quasiment 10 000 personnes. Voilà du concret. Mais pour cela, il faut aller plus loin. Comment aller plus loin, alors voilà, exactement. Il faut de la cohérence entre les politiques régionales et la politique d'État, du gouvernement, soutenue par Emmanuel Macron, qui me soutient. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on va dire au président Macron, qui est à notre oreille, c'est que la Guadeloupe aujourd'hui est en retard de développement par rapport à l'Hexagone. Il le conçoit. Il attend des problématiques et des propositions fortes faites. Et ça va passer notamment par ce groupe ultramarin à l'Assemblée nationale, parce qu'il ne s'agit pas de parler fort ou de taper du poing sur la table. Il s'agit ensemble de faire preuve de conviction auprès du président de la République pour lui dire que, notamment, sur la problématique de l'eau, aujourd'hui il y a des coupures d'eau. Eh bien, il faut pouvoir avoir des responsables qui puissent travailler ensemble. L'État est d'accord. Il faut mettre les moyens pour pouvoir réparer les réseaux d'eau. Aujourd'hui, il y a quelques responsables à Cap Excellence qui ne veulent pas faire cela. Sur la problématique, notamment, du chlordécone et de santé publique. Voilà une proposition importante. Aujourd'hui, nous avons été empoisonnés par le chlordécone. Et les terres sont empoisonnées pour 300 ans.
Mais il y a un problème de santé publique. Quand on discute avec les médecins, ils nous disent que les cancers du col de l'utérus, les cancers de la prostate, les cancers de l'estomac, les cancers du sein pour les femmes de plus en plus jeunes. Il y a une fréquence beaucoup plus élevée ici. Ici, personne n'en parle. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec la région, on a commencé à mettre en place le cyclotron et le TEP-scan, mais il est trop petit parce qu'on veut faire plus, on veut tester tous ceux qui pourraient être identifiés comme sujets à taux de chlordécone important parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre le taux de chlordécone et les cancers développés. On va les tester au TEP-scan et on va pouvoir les soigner plus rapidement. Mais pour cela, il faut une volonté étatique et donc régionale aussi de pouvoir mettre en place ce deuxième TEP-scan aux abîmes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au président qu'il nous faut cela. Mais pour cela, il faut de la cohérence. Il faut être dans cette majorité présidentielle. Il faut pouvoir relayer le pouvoir régional, ce que je pourrais faire de façon tout à fait naturelle vu ma position. Alors, entre 400 et 430 députés attendus pour le groupe En Marche, vous pensez qu'un groupe Outre-mer peut peser dans une telle situation ou vous serez simplement, c'est pas très agréable à dire, mais un député godillot? Eh bien voilà, il faut absolument éviter cela. C'est ce qu'on a vu depuis une cinquantaine d'années de nos députés ultramarins, grosso modo, même s'il y a eu quelques exceptions majeures. Ce n'est pas une idée qui m'appartient, ce n'est pas une idée neuve, ce groupe Outre-mer, ce groupe ultramarin. Lucette Michaud-Chevry avait essayé de le faire, il n'y est pas parvenu. Victorine Lurel aussi avait essayé, il n'est pas parvenu. Donc je ne veux pas m'approprier cette paternité, je veux simplement dire qu'ensemble, et nous travaillons, je suis en lien aujourd'hui même avec les députés potentiellement élus de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique, et aussi des terres plus australes, pour convaincre. Et on convainc pas à pas, au fur et à mesure, parce que nous sommes déjà au travail. La semaine prochaine, il faut que nous puissions très rapidement concevoir ce groupe ultramarin, et ce serait une révolution parce qu'on montrerait que l'outre-mer pourrait être uni, et là, l'État commencerait à nous écouter. Vous écoutez. Alors, la loi sur la moralisation de la vie publique arrive là, et sur les bureaux, on en discute. Est-ce que vous pensez que le garde des Sceaux actuel est le mieux placé pour porter ce projet de loi, vu sa situation ? Et vu qu'il s'est montré quand même un ministre réfractaire à l'ordre imposé par le Premier ministre. Franchement, je n'en fais pas une question de personne. Il faut une loi sur la moralisation de la vie publique. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dérives. D'ailleurs, mon adversaire s'est engagé, tenez-vous bien, M. Canneval, lorsqu'il sera élu, à embaucher un parlementaire, un assistant parlementaire, pour gérer les affaires exclusivement de la forme de parti politique. C'est interdit. C'est ce qu'on a reproché à Marine Le Pen. Et donc, on ne peut pas avoir ce type d'individus qui veulent s'engager à enfreindre la loi. Non, il faut moraliser tout cela. Est-ce qu'on peut avoir un conseiller qui conseille les entreprises et qui, en même temps, exerce la fonction de député? Oui, c'est prévu. Il y a une loi pour cela. On n'est pas gêné par cette situation? C'est une loi qui est prévue. C'est ce qu'on appelle la loi sur le risque de conflit d'intérêts qui existe depuis 10 ans. Ça a déjà été réglé depuis bien longtemps. Vous pensez aux experts comptables, aux avocats. C'est ce qu'on vous ressort durant la campagne. On disait que vous ne pourrez pas être un bon député indépendant car vous êtes susceptible d'être influencé. Mais il ne faut pas écouter n'importe quoi, M. Calvan, ni répéter ça, parce que vous savez, il y a une loi qui a été votée il y a plusieurs années et qui dit quoi? En cas de risque de conflit d'intérêts, il faut déclarer l'ensemble de ses clients. Quand j'ai été élu vice-président de région, j'ai déclaré à la Commission nationale des risques de conflit d'intérêts l'ensemble de mes 400 clients. Et je vous indique comment fonctionne la loi. Lorsqu'il y a ce type de situation où, parce qu'il y a des clients qui pourraient être bénéficiaires d'aide régionale, eh bien, je ne participe ni au débat, ni aux travaux, je sors. Et c'est ainsi, par exemple, quand je suis aussi en situation de voter pour la ville des Abîmes, puisque je suis aussi conseiller municipal des Abîmes. Je sors et je ne participe ni au débat, ni aux travaux. Donc il n'y a pas de risque particulier. Et ceux qui colportent cela sont des mauvais charlatans. Alors, je suis électeur dans la première circonscription. Dites-moi quelque chose qui pourrait me donner envie d'aller voter samedi. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes une équipe cohérente. Nous avons fait 150 réunions sur le territoire depuis 6 mois. Nous sommes allés à la rencontre de l'ensemble des forces vives. Nous avons donc un programme travaillé. Mon adversaire a fait un programme en catastrophe. Au bout de 2 semaines de campagne, ça n'est pas sérieux. Nous avons, pour Marie-Galante, fait un programme spécifique sur la double insularité. Nous sommes aujourd'hui une équipe soutenue par le président de région qui a les moyens d'agir aujourd'hui pour la Guadeloupe. On a un bilan à Morne-à-l'Eau où on a pu déjà réparer l'église, on a pu réparer le stade, on prendra en compte l'éclairage public, où on a décidé de pouvoir faire une base nautique à Vieux-Bourg, on a décidé de faire les trottoirs à Richeval, on a décidé d'avoir un gymnase notamment sur le territoire. On a un bilan aussi aux Abîmes où nous travaillons, nous sommes en coproduction pour la rénovation urbaine, nous sommes en coproduction pour tout ce qui est le développement économique. J'ai aidé
pas moins de 1000 entreprises, la Commission de développement économique, sur tout le territoire guadeloupéen. Donc nous sommes déjà au travail et au bilan. Mais pour cela, il faut aller plus loin. Et ce plus loin, c'est en cohérence avec le président de la République qui nous soutient parce qu'on a besoin d'organisation cohérente entre la région et l'État. Et c'est ainsi que je suis le candidat avec Marlène Miraculeux-Bourgeois, qui est une Marie-Galantaise exemplaire, le candidat le plus adapté pour pouvoir porter ces réformes le plus haut possible. Donc vous pensez pouvoir faire dégeler, on va dire, les abstentionnistes pour venir vers vous au secours de votre victoire? Enfin, dégeler les abstentionnistes, je ne sais pas, parce que vous savez, cette élection, il n'y aura pas d'énormes évolutions. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance, une dynamique de ralliement sur mon nom et celui de Marlène Miraculeux-Bourgeois. Et il s'agit de dire, notamment aux écologistes, parce que j'aimerais rappeler une vérité, M. Caneval. Duhamel n'a pas appelé à voter pour vous, ni pour votre adversaire non plus. Je voulais donc rappeler une réalité simple. Mon mouvement, le plus puissant mouvement aujourd'hui en Guadeloupe, ECO-ZABIM, c'est ECO pour écologie. C'est inscrit dans l'ADN statutaire de mon mouvement. Et je rappelle qu'en 2000... la voix que l'on entend de loin. C'est trois choses. Écologie, économie et porter l'éco sur le territoire de la ville des Abîmes et de la première circonscription. Mais je voudrais rappeler une chose simple. En 2012, j'ai soutenu Harry Durimel, bec et ongle. J'ai organisé ces bureaux de vote aux Abîmes. Il connaît ma sensibilité écologiste. Il a fait avec moi des conférences sur l'écologie dans mon mouvement ECO-ZABIM. Et je dois dire que même si lui n'a pas appelé à voter, ses amis, notamment M. Mandil de Capesterre de Marie-Galante, M. Sinapar, ancien secrétaire général des Verts, me soutiennent et ont pris la parole parce qu'ils savent ma sensibilité écologiste. Et je fais un appel aux électeurs écologistes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un écologiste affiché au deuxième tour. Eh bien, je vous dis que je suis patenté un écologiste parce que j'ai déjà démontré cette volonté-là et qu'on ne peut pas imaginer que la Terre, qui est une planète finie, ne soit pas aujourd'hui traitée de façon écologiste. Donc, je défends ces valeurs écologistes, j'en suis convaincu et j'attends des écologistes qui puissent me faire confiance. Alors, une dernière petite question, vous présente comme un homme calme, mais capable de porter des coups en dessous de la ceinture. Rassurez-moi, vous n'êtes pas cet homme-là. En-dessous de la ceinture? Oui. Ce n'est pas ma façon de faire. Nous sommes des débatteurs. On échange sur des idées. Et je suis un homme de débat d'idées, mais on vous présente comme une personne capable de taper très dur sous des airs de personnes calmes, pondérées. Ben, en tout cas, nous sommes, je crois, au débat d'idées. Et je ne transige jamais avec l'idée et l'opinion que l'on a. Je crois qu'il faut faire preuve de conviction et dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit, parce que sinon, la population ne croit pas en nous. Et effectivement, aujourd'hui, 3/4 des élus ne sont pas crédibles. Je ne veux pas faire partie de cela. Alors, ma dernière question avant de vous laisser conclure. 2020. Vous êtes candidat aux élections municipales aux Abîmes? C'est une question vraiment hors champ. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la députation. Vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que vous allez vous engager pour un mandat de 5 ans? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes candidats à la députation. C'est pour être élu et pour œuvrer. Vous savez, jusqu'à 2020... Vous le serez peut-être en 2020. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement ECO-ZABIM, que je préside, a dans son ADN statutaire l'idée d'administrer la ville des Abîmes. Donc en 2020, on aura notre mot à dire, ça c'est clair et net. Ou vous ou quelqu'un d'autre? Nécessairement. Donc vous allez quitter votre mandat de l'Assemblée pour venir aux élections municipales? Vous allez beaucoup trop loin avec moi. Aujourd'hui, je ne suis même pas... La question se pose aujourd'hui. Parce que vos adversaires vous le disent durant la campagne. Ben, je vous réponds de nouveau, puisque je l'ai déjà fait, que l'ADN statutaire du mouvement ECO-ZABIM, c'est d'administrer la ville des Abîmes. Donc forcément, en 2020, nous serons bien présents là. Me concernant, je suis candidat aux législatives. À chaque jour suffit sa peine. Donc l'idée, c'est d'être élu samedi. Alors si on devait résumer... je ne suis pas encore totalement convaincu d'aller voter dans cette circonscription et de voter pour vous. Qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Donc c'est la conclusion. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez encore à me dire? En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est de faire appel, remercier tout d'abord tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis avec Marlène Miraculeux-Bourgeois largement devant dans cette première élection. Aujourd'hui, nous devons s'adresser aux écologistes. Je confirme que je suis un écologiste convaincu et mon mouvement est un mouvement écologiste depuis 7 ans que nous travaillons et j'ai déjà eu à soutenir Harry Durimel aux élections législatives de 2012, bec et ongle, et il avait fait d'ailleurs un très beau score. Aujourd'hui, j'ai des écologistes avec moi qui me soutiennent et qui me font confiance. Je fais appel aussi à tous ceux et à toutes celles qui ne se sont pas déplacés au premier tour et qui n'ont pas perçu l'intérêt. Je vous confirme qu'à un niveau ministériel, à un niveau présidentiel, nous pouvons agir, transformer la Guadeloupe pour les retraites, pour les personnes âgées, pour les chômeurs,
pour les entreprises qui méritent de pouvoir embaucher, pour aussi la formation, parce qu'on doit pouvoir mieux former nos étudiants qui sont aujourd'hui victimes de l'illettrisme. On a un problème d'impôt et aujourd'hui, il faut que l'État français, Emmanuel Macron, que nous soutiendrons, que nous soutenons, puisse comprendre que la Guadeloupe a besoin d'un accompagnement spécifique parce que nous avons des retards de développement. Merci Olivier Servat, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous avons rendez-vous pour les élections, pour les résultats cette fois, samedi prochain, mais dès 13h avec le journal pour faire le point sur les taux de participation et pour notre grande soirée électorale à samedi.